Là, ça marche. Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir. On va démarrer, on a pris un peu de retard, excusez-nous. On attendait Jean-Baptiste qui va faire l'essentiel de Jean-Baptiste Laroux qui va faire l'essentiel de la présentation, qui n'est pas encore arrivé. On va démarrer, s'il n'arrive pas à temps, j'essaierai de présenter un peu ces slides. J'en ai un peu avant, donc ça lui laissera le temps d'arriver. Je vais passer le micro à Emmanuel Maé, directeur de la recherche à l'ENSAD, qui va faire une petite intro de l'ENSAD et la recherche. Merci Rémi. On prend un micro parce que je pense que c'est plus confortable pour vous, mais on n'est quand même pas très nombreux. Donc moi je ne vais pas faire une présentation institutionnelle, bien sûr, et je pense que vous connaissez pour la plupart, bien entendu, les arts déco, mais aussi la recherche. Cependant, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, je vais donner quelques éléments de contexte rapidement. Donc d'une part, en fait, d'abord je remercie Rémi d'avoir organisé cette restitution, en espérant que Jean-Baptiste va bien venir et qu'il n'a pas eu de problème en cours de route. Donc j'espère qu'il n'y a rien de grave en l'occurrence. Donc Rémi coordonne et dirige en fait un des programmes de recherche d'ENSADLab. Et comme vous le savez, en fait, l'ENSADLab est le laboratoire des arts déco qui existe depuis 2007. Donc ça commence à dater un peu finalement, ça fait 7 ans cette année que ce laboratoire existe. Et en fait il a la particularité de rassembler donc une cinquantaine d'étudiants chercheurs qui sont recrutés par appel à candidature chaque année. La particularité en fait de ce labo, c'est qu'il est constitué de 7 programmes de recherche. Et ce sont des programmes de recherche en fait qui sont limités dans le temps. Donc c'est des projets structurants. C'est une chose qui est tout de même importante et thématisée, et celui de Rémi Bourguenel existe déjà depuis plusieurs années et est amené bien entendu à être reconduit, puisque la thématique elle est tout à fait essentielle, non seulement pour la recherche du côté d'ENSADLab, mais aussi pour l'école des arts déco tout entier. ENSADLab n'existe pas évidemment indépendamment d'un contexte. Et ce contexte, il est au moins double. C'est un contexte d'une part institutionnel. L'école des arts déco, comme vous le savez, a développé des partenariats institutionnels forts avec notamment le milieu académique. Puisqu'en fait, il nous a semblé, comme la plupart des écoles, important de nouer des liens avec notamment les universités ou des écoles d'ingénieurs ou des écoles en tous les cas qui sont dans le milieu académique ou universitaire, non pas pour légitimer notre démarche, mais vraiment pour créer des partenariats multidisciplinaires dans le sens vraiment actif du terme et non pas simplement en termes d'affichage. Ça s'est traduit de manière très simple. C'est notamment 3 partenariats structurants, un partenariat avec un LABEX, donc c'est le laboratoire d'excellence qui sont en fait un regroupement soit d'universités, de laboratoires universitaires et aussi de structures culturelles ou artistiques. Et je pense au LABEX notamment Art, H2H qui est porté principalement par l'université Paris 8. Et donc on fait partie de manière très active de ce LABEX de Paris 8. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui ne connaissent pas, dans ce LABEX, il y a bien entendu un certain nombre de laboratoires de l'université Paris 8, mais il y a aussi des structures, des institutions culturelles comme Pompidou Paris ou aussi les archives nationales, Pompidou-Metz, et les arts déco, les arts dramatiques. Et je pense que cet ensemble institutionnel a du sens. Ce n'est pas simplement des usines à gaz administratives, ce n'est pas simplement des affichages politiques, c'est véritablement des instruments de soutien à la recherche, puisqu'en fait, dans ce cadre précis de l'ADEX, et d'autres, j'en parlerai tout de suite, il y a possibilité, d'une part, de faire naître des projets communs et des projets transversaux dans lesquels vont pouvoir s'allier des designers, des chercheurs en design, mais aussi des artistes, des historiens d'art ou des personnes qui sont d'origine scientifique ou universitaire. Mais c'est aussi un moyen, et je le dis systématiquement, de financer la recherche, parce que la recherche a besoin, bien entendu, de financement. Comme vous le savez, les écoles d'art dépendent, notamment l'école des arts déco, dépendent directement du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, il n'y a pas de ligne budgétaire spécifique en fait à la recherche, et donc il est tout à fait primordial d'aller chercher les financements là où ils sont, et notamment les LABEX sont un des leviers possibles de financer donc des projets communs. Mais c'est aussi une manière, parce qu'il ne faut pas non plus se voiler la face, on n'est pas encore reconnu comme étant des acteurs de la recherche à part entière, et donc c'est un moyen aussi de légitimer nos actions.
non pas en copiant, évidemment, le modèle universitaire, plutôt en se distinguant du modèle universitaire, en le complétant de méthodologies qui nous sont propres, et notamment en complétant par des recherches qui se mènent, notamment d'un point de vue théorique bien sûr, mais aussi par la pratique. Deuxième exemple de partenariat structurant pour l'école des arts déco dans ce contexte académique, c'est un autre LABEX. Là, je vais faire très vite aussi parce que l'idée n'est pas trop traînée non plus, mais ça me semble important de dépeindre ce contexte-là. C'est un LABEX qui s'appelle ICCA, Industrie culturelle et création artistique, qui est une coloration plus théorique avec une présence plus forte, notamment des sciences de l'information et de la communication et de la sociologie. Et donc c'est là à nouveau un autre écosystème, notamment avec la Sorbonne Nouvelle, qui est un des acteurs principaux de ce LABEX, pour mettre en place des projets communs sur cette thématique d'industrie culturelle et de création artistique, mais au sens très large du terme. Il y a par exemple un projet de recherche qui est mené au sein d'ENSADLab, qui est sur la notion d'autoproduction. Et donc, ce n'est pas simplement la question des industries culturelles, c'est vraiment la question, en fait, des questions beaucoup plus larges et plus transverses. Et enfin, pour faire vite, il y a un autre partenariat structurant, non pas avec un LABEX, mais cette fois-ci c'est une IDEX. Bon, peu importe les initiatives d'excellence, c'était hiérarchiquement et en tous les cas budgétairement plus important que les LABEX lorsque ça a été créé il y a quelques années. En fait, cette IDEX est d'ailleurs amenée à se transformer dans le cadre de la nouvelle loi de la recherche qui a été promulguée il n'y a pas si longtemps que ça comme une COMUE, c'est-à-dire une communauté universitaire. En fait, il s'agit de Paris Sciences et Lettres. Et Paris Sciences et Lettres est intéressant parce qu'en fait, il rassemble à la fois toutes les grandes écoles d'art de Paris, donc l'école des arts déco, l'école des beaux-arts, la FEMIS, les arts dramatiques, musique et danse, j'en oublie certainement une, peu importe, il y a ces écoles d'art, mais il y a aussi tout un ensemble d'écoles d'ingénieurs qui sont pour la plupart situées autour de l'école des arts déco. On est vraiment au centre de cet écosystème, puisqu'il y a l'école normale supérieure, donc il y a des laboratoires de physique, en sciences physiques quantiques qui sont juste à côté, il y a les sciences cognitives qui sont aussi juste à côté, mais il y a aussi des chimistes, il y a tout un ensemble de communautés scientifiques, et souvent dans le domaine des sciences expérimentales, mais aussi théoriques, puisqu'il y a l'Institut Poincaré avec des mathématiciens, qui font un troisième écosystème qui est très important pour nous, et qui est important aussi, encore une fois, pour monter des projets de recherche et les financer, mais aussi, et je tiens à le signaler parce que c'est un des enjeux aussi de la recherche en design, c'est non pas simplement aborder la question des méthodologies et de savoir ce qu'est la recherche en design, c'est aussi quel type de formation et de diplôme on peut mettre en place, notamment dans le troisième cycle, sur la question du doctorat. Et la question du doctorat aujourd'hui, elle est centrale, en France, mais aussi à l'étranger. J'étais il n'y a pas très longtemps avec Samuel Bianchini qui est ici, à un colloque qui s'appelle Recherche-Création à l'UQAM à Montréal, où c'était une des questions abordées par beaucoup d'universités anglo-saxonnes qui ont déjà mis en place des doctorats de ce type. Nous, en France, on est peut-être un peu en retard, même s'il y a des doctorats qui existent en art, je pense en 18e section. Il n'y a pas de doctorat à proprement parler en design, et on a mis en place un programme doctoral qui permet de financer des doctorants. Donc c'est un programme doctoral qui s'appelle SACRE, c'est un acronyme un peu particulier pour dire sciences, art, création et recherche. Et c'est un programme doctoral en fait qui a deux particularités. Une première particularité qui est assez banale pour les scientifiques, c'est que les thésards, les doctorants sont financés. C'est-à-dire que là aujourd'hui, avec l'ensemble des écoles d'art, on a 22 doctorants qui sont payés sur 3 ans. Ça, c'est un élément important pour notre communauté d'artistes et d'ailleurs de designers. Deuxième élément essentiel, outre cet aspect de financement qui, encore une fois, est évidemment central, c'est qu'on défend à travers ce programme doctoral l'idée d'un nouveau type de doctorat en France, qui est un doctorat de création. Et dans création, on inclut à la fois le design et l'art, même si évidemment on peut distinguer, et on doit distinguer, et parfois rapprocher, mais ça c'est des questions qu'on pourra aborder dans le débat tout à l'heure, cette question de recherche en art et en design, et on défend l'idée d'un doctorat, une recherche par la pratique. Donc
dans 2 ans, puisque ça a commencé l'année dernière, il y aura déjà un certain nombre de soutenances de thèses, et notamment celle de Max, qui est ici présent, Max Volon, que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui est inscrit dans le cadre de ce programme de SACRE, et donc une soutenance de thèse avec d'autres artistes qui aura la particularité de mettre la pratique au centre. Peut-être un peu moins d'ailleurs pour la thèse de Max Volon, qui est aussi assez théorique, mais en tous les cas, on veut promouvoir et mettre en place un doctorat qui n'existe pas. Ça ne veut pas dire que les doctorants n'auront pas de doctorat. On respecte les critères de la charte des thèses en France. Donc il y a des critères minimaux qu'on va respecter, notamment évidemment la question de l'écrit à minima, plus la question formelle de la soutenance du jury et évidemment des codes académiques et universitaires qui sont évidemment essentiels, et qui sont d'autant plus essentiels, et je finirai sur cet aspect-là, qu'à mon avis, la recherche existe d'abord par sa communauté de pairs. Et je trouve que la thèse, qui est un exercice académique, est quelque chose qui est important dans le domaine de l'évaluation universitaire. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des débats qui existent depuis maintenant longtemps sur la question de l'évaluation, qui était notamment, qui est souvent relayée dans les grands médias par le classement de Shanghai, où en fait la question de l'évaluation des travaux universitaires et des travaux de recherche est à la fois nécessaire, on doit s'y plier d'une certaine manière, mais bien entendu il y a beaucoup d'effets pervers, et ces évaluations n'incitent pas nécessairement les meilleurs chercheurs à travailler beaucoup. De notre côté, on a inventé des critères qui nous sont spécifiques. La publication est quelque chose qui est évidemment essentiel, notamment dans le domaine de la recherche en design. Mais pour ce qui est de la recherche par la pratique, évidemment, il y a des nouveaux formats qui ne sont pas si nouveaux dans notre communauté, mais qui vont l'être en tous les cas dans le domaine académique, des formats d'exposition, de démos, qui sont en fait des moyens de valoriser et d'évaluer la recherche en art et en design. Donc on voit bien dans en fait, le panorama que je viens de dresser très rapidement du contexte local en fait, et universitaire et académique de l'école des Arts Déco se pose des questions qui, à mon avis, irriguent le débat aussi de la recherche dans le design. Donc voilà, alors, bien entendu, ce que je viens de décrire, comme je viens de le dire, est assez local parce que ce sont des partenariats aujourd'hui à l'échelle de Paris. Mais il faut savoir que chacune de ces associations, que ce soit le LAVEX de Paris 8 ou le LAVEX ICCA, mais aussi PSL, chacune de ces universités ou de ces laboratoires sont évidemment branchés sur des réseaux internationaux. Pour prendre l'exemple de PSL, si PSL Paris Sciences et Lettres existait comme université à part entière, serait classé 2e ou 3e au rang dans le classement de Shanghai. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu fondamental local de rassemblement, non seulement d'affichage, mais aussi de mise en place de programmes structurants pour pouvoir exister entre nous et avoir, j'allais dire, des moyens nécessaires pour développer des recherches de qualité et d'innover dans les recherches en elles-mêmes en termes de méthodologie, mais aussi pour pouvoir exister sur le plan international et être moins dilué, si j'ose dire, dans le paysage comme ça peut l'être aujourd'hui. Alors, pour revenir, passer l'international que j'évoquais très rapidement, je peux prendre un exemple, et tu en parleras peut-être d'ailleurs, Rémi. Il y a eu un partenariat qui a été mis en place, une collaboration avec un des laboratoires du Media Lab au MIT, avec notamment le professeur Hiroshi Ishii. Et donc, il y a un travail qui a été mené de front avec le programme de recherche, donc Sociable Media, qui est le tien, Rémi Bourganel, et celui de Samuel Bianchini. Je te remercie de ta présence en l'occurrence, qui a été très actif dans cette collaboration. Jean-Baptiste Labrune, qui a beaucoup travaillé, qui a travaillé notamment au sein du Media Lab, nous en parlera peut-être aussi tout à l'heure. Et cet aspect en fait international n'est pas un but en soi, mais simplement sur des questions thématiques, ça permet de renouveler nos méthodes et de les confronter. Et ça me semble aussi un élément tout à fait essentiel. Donc voilà, merci de votre patience sur cette présentation un peu institutionnelle, mais encore une fois, on peut innover dans l'institution. L'institution, c'est pas que des contrats, c'est pas que du juridique, il y a des vrais leviers importants de ce côté-là. Je te repasse la parole tout simplement, Rémi, puis maintenant je vous écoute et je participerai au débat tout à l'heure. Merci. Merci pour cette excellente introduction. Alors,
J'espère qu'il n'est rien arrivé à Jean-Baptiste, parce que c'est pas son habitude d'être très en retard. Il était sur la route, donc j'espère qu'il pourra nous rejoindre. Mais s'il ne nous rejoint pas, j'improviserai sur ces slides, qu'il connaît mieux que moi, mais que je connais quand même. J'avais mon introduction, donc ce travail a été fait cette année. Le contexte, c'était donc un cours d'introduction à la recherche en design pour mon programme, Sociable Media, avec tous les chercheurs du labo, plus Johanna, je ne sais jamais prononcer son nom, je ne vais pas l'écorcher, Oknaresuku, et Jean-Baptiste Labrune, qui a été le pilote de ce travail. L'enjeu pour nous, c'était de faire une introduction donc, à la recherche par le design, et les motivations, c'était vraiment de clarifier la distinction entre la pratique et la recherche, en particulier parce que les étudiants qui viennent chez nous viennent de master et pensent savoir ce que c'est que la recherche, sans nécessairement le savoir vraiment, et cherchent à comprendre comment préparer et organiser leur travail de recherche et faire la distinction et le passage entre l'activité d'un travail appliqué, qui est sanctionné par le master, et le travail de la recherche. Et cette transition, elle n'est pas si facile. En fait, mon labo a démarré en 2009, et systématiquement, chaque année, on s'est rendu compte que quand même, il y avait cette question de l'introduction à la pratique de la recherche, qu'aujourd'hui, on fait plus en amont, puisqu'on fait les projets en partenariat entre le master et la recherche pour préparer les étudiants du master à la pratique de la recherche. Mais on n'a pas mis en place de cours vraiment, enfin Samuel Bianchini le fait avec une perspective très transverse, il n'y en a pas spécifiquement sur les questions du design. Donc il y avait ce besoin de répondre à cette problématique récurrente de quand on désire entrer en recherche, mais quand on démarre un travail en recherche, la pratique de la recherche n'est pas toujours complètement claire. Et donc, documenter les pratiques de recherche par le design, peut-être à terme produire un ouvrage qui servirait d'introduction ou d'initiation aux chercheurs qui veulent faire de la recherche par le design. Évidemment, contribuer à l'émergence de la recherche par le design en France. Donc on a un peu d'expérience maintenant et je pense qu'il y a pas mal d'acteurs. On arrive à une phase de maturité qui nous place pour contribuer à structurer ce sujet-là un peu. Et donc ça pose la question de la spécificité de la recherche par le design. Alors l'ENSAD et l'ENSAD Lab, pour un petit rappel, c'est ici en 1963 que Roger Talon a fondé le premier enseignement en design en France, le design industriel. C'est ici également que Jean Widmer a lancé le premier département de design graphique. Et puis ensuite, il y a eu l'ADESI, Atelier d'image informatique. C'était un programme pour faire de la modélisation 3D qui avait été pensé en 1979 en fait, mais qui a trouvé le financement en 1984. Et qui, de 1984 à, je vais dire de bêtises, 2007, je crois, jusqu'au début de l'ENSAD Lab, a existé et a formé des gens dans un terrain qui était donc qui n'était pas qualifié de recherche, mais qui était un post-master. L'ENSAD Lab en 2007, donc Emmanuel l'a rappelé, et mon labo, mon programme en 2009. Sociable Media, en bref, la vocation de notre programme, c'est d'explorer de nouvelles formes relationnelles par la production d'objets intermédiaires comme catalyseurs de ces relations entre les individus et les lieux. Et en particulier, on se focalise sur le potentiel de nouvelles formes de perception, d'expression, de réflexivité pour le développement de la créativité, de l'autonomie et de l'empathie. Il y a aujourd'hui 7 chercheurs qui se distribuent sur 3 grandes thématiques. Le premier, c'est le design for debate. Comment le design peut mettre en forme et organiser le débat. Et donc il y a la thèse de Jérémy sur le sujet qui prend la question de la représentation de l'information à la data vise
comme moyen d'engagement citoyen, et donc qui conduit d'ailleurs une étude en ce moment sur Mediapart. Si vous voulez participer à l'étude, elle est publiée, vous pouvez voir participer au test. Max Molon qui travaille sur Design for Debate dans la lignée de ce qui a émergé en Angleterre sous le terme de design critique, puis plus tard design spéculation, puis design fiction. La question du débat qui est abordée, qui a été initiée un peu par le Royal College, nous semble pas suffisant aujourd'hui. Présenter un scénario comme une alternative pour la société, ça ne me paraît pas plausible, surtout qu'à l'école, on collabore avec le Media Lab et Bruno Latour sur les cartographies controverses, donc on pense qu'on peut participer à faire que la question du débat peut être plus riche. On travaille aussi sur les questions de la santé et le bien-être, donc Emeline, Ferdinand, Jérémy notamment. Les interactions haptiques avec Louis, et Pauline qui travaille sur l'éducation. Donc le design comme mode de pensée dans l'enseignement. Donc non pas enseigner le design à l'école, mais enseigner à apprendre à apprendre par le design. Et donc ça se fait avec un certain nombre de collaborations. Donc on a 7 chercheurs en cours, on a 5 alumni, dont un ici, Geoffrey. 2 thèses en cours, donc celle de Max et de Jérémy, qui sont pour le premier Inside PSL Télécom et l'autre Inside INRIA Télécom. 2 qui sont en montage, une pour Pauline avec le CRI et une avec Emeline avec Télécom. Des intervenants essentiels pour animer des réflexions, organiser des séminaires, donc, en particulier Jean-Baptiste Labrune, qui devrait arriver, j'espère. Annie Jantès, qui est très active et qui supervise déjà une thèse et qui devrait en superviser au moins une autre l'année prochaine. Et puis les partenaires qui ont déjà été évoqués pour l'essentiel, donc c'est pas la peine de revenir, et les collaborations en interne, notamment avec Samuel Bianchi ici. Alors, quand on a commencé ce travail, en fait, on a collecté pas mal d'informations sur l'histoire de la recherche par le design, et en fait, il existait pas mal de matières. En effet, dans la culture anglo-saxonne en particulier, le Royal College of Art a joué un rôle très, très dominant sur le sujet. En 1966, donc Bruce Archer fonde la Design Research Society, puis ensuite, de mémoire, dirigera le Royal College. En 1979, il publie un article sur la question du design comme discipline, et avec l'ambition de le placer dans le champ de la recherche par rapport aux sciences d'un côté, aux humanités, et en disant le design est la 3e forme qui manque aujourd'hui dans l'enseignement. C'est un texte qui fait date. Puis Nigel Cross en 1982 qui poursuit cette réflexion-là et écrit The Designerly Way of Knowing, qu'il consolidera en 1991 en lançant un symposium qu'il appellera Design Thinking. En 91 déjà. Puis Christopher Failing, qui a dirigé le Royal College pratiquement une vingtaine d'années, je crois, qui a contextualisé la recherche par le design en la situant par rapport à la recherche into design, for design et through design, qui a ensuite été affiné par le travail de Daniel Follman, qui lui est à l'UMEA en Suède, et qui a présenté un triangle que je montrerai un peu en détail, qui articule donc les trois dimensions de Design Practice, Design Studies et Design Exploration, sur lesquelles on s'appuie beaucoup pour qualifier notre pratique. En France, il y a peu de choses. Il y a eu beaucoup de choses sur la question de l'observation du design, la qualification du design et l'observation des pratiques. Peu de choses néanmoins sur la question de la recherche par le design. Alors, à chaque fois qu'on va dans des colloques, et je pense que c'est vrai pour vous tous ici, qui êtes en large partie déjà chercheurs, on a une force et une faiblesse, c'est notre langue. C'est-à-dire qu'en fait, on a un trou noir dans la carte de la recherche. Quand on publie en français, pour ainsi dire, malheureusement, on n'existe pas. Les derniers échanges en date avec quelques chercheurs suédois qui trouvaient tout à fait dommageable qu'on n'existe pas et qu'on ne puisse pas publier en anglais. Ce qu'on fait naturellement
une obligation, pas pour les thèses encore, mais en tout cas sur nos papiers, sont en anglais. Peut-être une vision romantique du design qui a nuit à l'émergence de la recherche par le design et la réflexivité sur la pratique. Et puis peut-être, et c'est là un peu l'objet de cette réunion aussi, c'est de voir comment on peut se fédérer pour exister à l'international. Donc JB, qui n'est pas là, a fait un certain nombre de slides qui résumaient. Je vais en citer quelques-unes. Il a présenté ici, donc, il s'intéressait à la question de la critique des autres formes de recherche pour voir si le design arrivait en effet comme une troisième forme, et notamment en posant deux modèles qui sont celui de Raymond Lévy d'un côté, puis Charlotte Perriand, qui d'un côté, pour Raymond Lévy, avait une pensée qu'il a écrite, notamment avec le modèle Maya, Most Advanced Yet Acceptable, pour parler de la forme que le design devait avoir pour mission, et puis Charlotte Perriand qui avait une approche plus intuitive du design. Il y a eu ici donc quelques acteurs, notamment Roger Talon, qui ont participé à l'émergence de l'enseignement du design en France. Je ne vais pas revenir là-dessus, on en a un peu parlé. Il y a beaucoup d'écrits, on en a retenu 18, en fait, il y en a beaucoup plus. Alain Finelli, qui là, je crois, Stéphane Vial m'a fait passer 50 articles. Donc on a fait une sélection de ces articles-là. La première chose qu'on observe, c'est qu'il y a d'un côté les praticiens, donc Raymond Lévy, qui a fondé la compagnie d'esthétique industrielle, qui a conceptualisé le modèle Maya, Charlotte Perriand, qui a écrit son manifeste en 1949, Andrea Granzi, qui a fondé la Linux Academy, puis Super Studio, qui peut-être était le premier d'ailleurs à parler de design fiction et de formes de spéculation telles qu'on les voit aujourd'hui au Royal College. Il était peut-être le précurseur sur la question. Jacques Viennot, bien sûr, qui a fondé Technes, puis le Janus. Herbert Reed, instigateur du Design Research Unit. Roger Talon, qui a lancé l'enseignement ici, et puis John Chris Jones. Puis, on a des théoriciens qui, eux, ne sont pas des praticiens, mais qui observent et soit des pratiques de designers, soit théorisent la pensée du design. Donc, Nigel Cross, qui, de notre point de vue, joue un rôle assez important, et ses écrits sont importants. Bruce Archer, qu'on a évoqué, qui avait fait des courses in Design Research, Royal College, si j'ai bonne mémoire. Richard Buchanan, Service Design. Gabriel Goldsmith, Design Représentation. Clive Dillinot, Design History. Raymond Guido, qui a enseigné ici l'histoire, le design et le projet avant d'aller enseigner à l'INSI, puisqu'il travaillait avec Roger Talon. Catherine De Smet, qui a enseigné ici l'histoire du design graphique, et puis Alexandre Midal, l'histoire du design. Et puis, à gauche à nouveau, des gens qui sont à la fois sur la pratique et l'observation de leur pratique. Donc, Bill Gaver, notamment, qui a parlé de Cultural Probe, et Anthony Dune, qui a animé la question du design for debate. Alors, si on reprend cette histoire, on voit en fait ici un schéma de Le Corbusier qui essayait de modéliser les proportions idéales et créer un système qui fasse référence, duquel tout puisse découler. Et il en était tellement fier qu'il dit que ce système-là permettait une gamme de mesures de nature harmonique, qu'il l'a montré à Einstein, qui en était très satisfait parce qu'il permettrait de servir le bien, qui se faciliterait le fait de servir le bien. Il s'amusait d'en être fasciné lui-même, ça c'était assez cocasse. Et il le présentait comme une source intéressante de mesure.
en le contextualisant, puisque autrefois il y avait les coudées, les empans, les pouces, mais il n'y avait pas la loi mathématique. Donc l'idée du modèle, qui a longtemps nourri la question de la recherche, et donc dans une vision très moderniste, en tout cas dans le XXe siècle, on cherchait une forme universelle, et qui est peut-être dans beaucoup de sciences, très certainement en tout cas jusqu'à la physique quantique, était moteur. Et donc il y avait la question du maître, celui qui savait, qui posait une théorie et qu'on devait prouver, chercher à réfuter ou à challenger. En fait, Bruce Archer, je crois, a challengé un peu ce modèle en reprenant l'histoire d'Alice. Et quand Alice, je ne connais pas bien cette histoire, je vais moins vous la raconter que Jean-Baptiste, mais Alice rencontre une espèce de maître qui lui explique quelque chose et qu'elle en fait n'arrive pas à comprendre. Et l'analogie ici, c'est qu'en fait, c'est parce qu'il est le maître qu'il sait et il lui donnera les clés s'il le veut bien. Et donc cette relation au maître, qui est longtemps fondée une activité de recherche, il y a débat sur ce passage et la question du pouvoir. Donc c'est Christopher Failing, pardon, Archer. Donc, in Alice Through the Looking Glass, Humpty Dumpty has strong view about how words come to mean what they do. There's glory for you, say Humpty Dumpty. I don't know what you mean by glory, Harry said. Harry Dumpty smiled contemptuously. Of course you don't, until I tell you. Mais il tombe de son mur et il se répand en morceaux et on ne sait pas le reconstituer. Et donc en fait, ce maître-là et la connaissance qu'il rassemblait disparaît. Et alors, en fait, la question et le challenge quand on pose, le challenge qu'on pose en challengeant le modèle du maître, c'est qu'en fait, on favorise l'idée qu'il y aurait plusieurs perspectives, et dans le sujet du design, finalement, il n'y a en effet aujourd'hui probablement pas de consensus sur qu'est-ce qui forme la recherche par le design, mais des points de vue sur le sujet. Donc quand on a commencé ce cours-là avec l'ambition de donner une définition de la recherche par le design, on a finalement essayé de plutôt qualifier ce qui rassemblait et voir les points plutôt que ce qui le distinguerait. Donc Jean-Baptiste avait prévu une longue slide ici sur la question du débat, du pluralisme et dans ce pluralisme de trouver non pas qualifier les différences mais les points communs et chercher à fédérer sur la question de la recherche par le design, ce qui peut-être nous qualifierait. Peut-être par un plan commun. Celui qui, pour nous, fait référence, qu'on utilise beaucoup dans le labo pour qualifier notre positionnement et questionner où se positionnent les autres, c'est le triangle de Follman. Donc Follman, qui enseigne à Umeå en Suède, a qualifié 3 champs pour la recherche et le design. Celui de design practice, donc c'est la pratique du design à visée commerciale, c'est le design dans les organisations. Puis Design Studies, dont l'objectif est d'observer la pratique du design et d'étudier la pratique du design pour la théoriser et éventuellement la nourrir et l'améliorer. Puis un troisième, Design Exploration, qui est lui plutôt le terrain du design critique de l'art et des humanités. Donc, quand on rencontre des gens, on leur montre en général ce modèle, on leur demande de se placer. Où est-ce que vous placez votre pratique sur ce triangle? Et c'est un outil qui permet le dialogue, qui est assez intéressant. Néanmoins, on trouvait qu'il n'était pas assez complet. On va vous montrer comment on l'a amélioré. Ce que dit Follman sur ce triangle, c'est que finalement, un designer très senior peut naviguer entre un certain nombre de ces polarités, et certaines en particulier. Donc il y a des loupes
en particulier le Design Practice et Design Studies. Quelques échanges entre Design Studies et Design Exploration. Donc si on prend le cas d'Anthony June par exemple, il est dans le champ de Design Exploration, mais il va se documenter sur la recherche qui s'est faite sur la pratique de la recherche. Plus rarement, du Design Practice vers le Design Exploration, on le voit dans quelques entreprises. Moi je l'ai pratiqué chez Nokia, ça se fait chez Philips. On commence un peu à le faire chez Orange, c'est de se distancier de la question très court terme du portfolio pour utiliser le design pour explorer quand des ruptures vont arriver, comment le design peut éclairer sur les opportunités qui émergeraient des ruptures qui ont été envisagées. Donc le travail de Follman est assez documenté en fait sur ces circulations. Qui connaissait le triangle de Follman? Voilà, donc c'est un outil qu'on a utilisé beaucoup. Alors, une autre ambition de ce séminaire dans notre labo, c'était à terme, publier nos cours. De dire, puisque on est émergent, on est très petit, comment peut-on faire en sorte de collaborer mieux entre nos institutions, en commençant par publier nos cours pour qu'ils soient accessibles à tous et qu'on collabore et qu'on améliore cette matière. Donc on l'a fait, on a publié nos cours, ils sont accessibles en ligne et tout le monde peut les consulter. Et on ambitionne, c'est un premier pas, que peut-être on avance cet effort de fédérer un certain nombre de choses sur la question de la recherche magazine en français. Alors, ce plan était intéressant, il n'était pas suffisant néanmoins. On l'a challengé, on a amélioré le triangle de Follman en lui donnant une 4e dimension, puis une 5e. En fait, il y a des acteurs dans le champ du design qui sont peu cités et qui pourtant sont terriblement essentiels, c'est celui des curateurs. Donc, dans le triangle de Follman, on retrouve bien sur l'enjeu à gauche de marché et des praticiens, des questions de pratique, les praticiens, donc Bill Moggridge par exemple. En bas à droite, sur les questions de politique et de pratique, des explorateurs. On a mis Anthony June ici. En haut à droite, Research about for Design et politique, c'est le champ des académiques, avec Nigel Cross ici. Et puis, celui qui n'était pas qualifié dans aucun texte, en fait, c'est celui des curateurs. Donc, qui ont une logique de marché, au fond, parce que faire venir des gens au MoMA, c'est bien, il y a quand même une logique économique. Donc, on les a mis dans une logique de marché, ils n'ont pas de publication académique. Il y a eu débat, s'il fallait les mettre côté marché, mais de notre point de vue, ils sont dans une logique de marché. Leur but, c'est de faire tourner la boutique MoMA, et donc d'organiser des choses qui créent le débat, mais qui font venir une audience. Et là-dedans, il y a un certain nombre d'acteurs, donc on a mis Paola Antonelli du MoMA, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, il y a les conférences, il y a des institutions qui ont vocation à filtrer, donc Cap Digital à Paris a vocation d'être curateur. Finalement, ils ont un rôle de filtre qui fonctionne pas, il y aura pas. La question n'est pas du débat sur quels sont les bons filtres aujourd'hui, mais il y a un terrain qui est celui d'un levier ou d'un filtre qui peut valoriser la pratique de recherche par le design qui n'était pas qualifiée dans aucun article. Or, il semble que d'un point de vue politique, leur rôle est quand même tout à fait essentiel. Donc les appels à projets pour des financements, les concours de création, les articles dans des journaux comme Paola Antonelli en fait, donc ces figures de curation qui sont ceux qui organisent les expositions, quelques conférences dans les musées notamment. Sur le terrain du marché, on a bien sûr les praticiens, donc, dont la production c'est le scénario, des dessins, des schémas, des objets intermédiaires, des PowerPoint ou des keynotes.
Côté académique, on a l'artefact physique, le concept, le scénario, le vidéo prototype, le film, le documentaire. Et côté politique pratique, chez les explorateurs, on a le débat, Anthony Dune et Rabi organisent des débats sur les questions pour l'Angleterre notamment et les transports, le projet le plus récent, quelques cours, des papiers de conférences, des articles de journaux, des livres qu'ils publient eux-mêmes, quelques expositions, des objets intermédiaires également et des workshops. La liste n'est pas exhaustive, là-dedans ce sont quelques exemples des formats de délivrables dans ces 4 champs. Donc le terrain de curation qui manquait. Il semble qu'il manque encore un terrain finalement, alors on est allé plus loin à regarder ce qui qualifiait les outils du designer. On s'est un peu plongé dans ce sujet. On a étudié le travail de l'université de Sheffield qui essayait là aussi de placer le design par rapport aux autres disciplines. Donc cet article-là était référencé, je crois, dans celui de Nigel Cross qui l'hypothèse ici était que le design était la 3e discipline qui n'était pas enseignée. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a les humanities, les sciences et le design. Ils ont essayé de modéliser le sujet pas mal, ils se sont perdus sur le sujet. Il ne semble pas émerger quelque chose de particulièrement clair de ce travail. Donc les articles qu'on a retenus, les suivants, il y en avait 18. Celui de Archer, Design as Discipline, Nigel Cross, Designerly Way of Knowing, Framing Research in Art and Design en 1993, c'est chronologique, Archer, The Nature of Research, Alain Findelli, la recherche projet, une méthode pour la recherche en design, Dion C.P., The Uneasy Relationship Between Design and Design Research, qui était le point de départ qui motivait notre cours en fait, et le point qui est très confus pour ceux qui démarrent le travail de la recherche. 40 Years of Research Design, Nigel Cross, From Design Science to Design Discipline, Zimmerman, Research Through Design, Feynman, on en a parlé, Findelli, Research Through Design and Transdisciplinarity, Friedman, Research into, by, for Design, qui est une variable nouvelle de Feynman, Fist, Epistemological Positions Informing Theory Design Research, Sevalson, ça c'est probablement le document le plus complet, 39 pages, différents articles, et l'histoire, c'est absolument impressionnant dans le travail qui a été fait, l'ambition de synthétiser toute la réflexion sur la recherche sur le design, et ce titre est absolument remarquable. Bill gave un article qui m'a beaucoup frappé, qui est What should we expect from research through design, et qui pose la question de la comparaison du design aux autres disciplines et la question de l'évaluation et de la valorisation. Donc aujourd'hui, faisons l'hypothèse que le design ne peut pas être évalué de la même façon que les sciences, en faisant l'hypothèse que le design est notamment contextuel et culturel et qu'il produirait naturellement plusieurs réponses valables à un problème donné. Ce qui n'est pas l'hypothèse de la science en fait, qui cherche à définir le meilleur modèle puis le réfuter. Bill Gaylor dit, mais en fait l'activité du design est naturellement culturelle et contextuelle, et il y a toujours plusieurs bonnes réponses à un problème donné. Je crois pas lui faire de tort en résumant son propos comme ça. Et puis, donc, Down, Projection, Place and Point of View. Ça, c'est un gros travail avec Wendy Yu et Wendy Mike Kay, qui a un vrai effort de synthèse aussi que je vous recommanderais sur la particularité de la recherche par le design. Puis Stéphane Gall, Design et Épistème. On a abouti à une proposition de définition de la recherche par le design qu'on vous soumet aujourd'hui, que vous pouvez challenger, reformuler et améliorer. C'est la suivante. La recherche en design a pour but de décrire, évaluer
et valoriser de façon systémique les concepts et artefacts générés au cours d'un processus de conception et de création à visée économique, critique ou socio-culturelle. Je vais juste digérer. C'est très synthétique. La raison pour laquelle on est arrivé à cette définition, elle est que si le design ne peut pas être évalué de la même façon que les sciences le sont, alors quelles sont ces productions et quelles seraient les formes d'évaluation? Donc quand on parle de description, d'évaluation et de valorisation de concepts et d'artefacts, ça peut inclure une documentation systémique, comme le recommande Bill Gaver sous le terme de annotated portfolio, où on produit de façon systématique, dans un format assez cohérent, des vidéos en ligne, par exemple, si tant est qu'on les annote et qu'on les commente, et qu'on ait un travail réflectif sur ces vidéos. Pour Bill Gaver, ce serait un travail de recherche, c'est-à-dire qu'on documente ce travail d'exploration. Tout autant quand on est dans un travail plus collaboratif et qu'on peut inclure les sciences humaines et qu'on va être dans une division plus analytique puis pratique, qui est un vrai sujet que j'ai oublié d'aborder, mais dans le premier article, je crois, que j'ai cité en 1979, le challenge de la division entre la dimension théorique et la dimension pratique, qui faisait que la recherche par le design n'arrivait pas à faire cette synthèse, en fait. On avait posé la question de cette synthèse. Alors plusieurs ont évoqué que cette synthèse, elle se faisait par l'abduction. La question de l'abduction a été évoquée plusieurs fois. Nigel Cross en particulier fait l'hypothèse que le design pense de façon abductive. Alors l'abduction, elle s'oppose à deux autres modes de pensée. C'est la déduction, donc dans les sciences, on crée un modèle et on applique le modèle. Les sciences dues, du moins, je parle avec prudence, c'est quand même des scientifiques ici. Les sciences humaines, on est plutôt dans l'induction, donc on observe et bottom-up, grounded theories, on modélise à partir d'observations. Et la troisième, qui serait l'apprentissage en faisant. Je crois que le plus bel article sur l'abduction, c'est quand même celui d'Umberto Eco, qui fait l'analogie à Sherlock Holmes, en disant l'abduction, c'est un peu comme Sherlock Holmes qui rentre dans la pièce ici, il doit trouver l'assassin, il ne connaît rien de la situation, mais il va projeter une hypothèse. Cette hypothèse, elle va lui permettre d'avancer. Cette hypothèse, c'est un objet intermédiaire, en fait. Comme en design, il va donc prototyper quelque chose qui va lui permettre d'explorer. Et ce premier objet intermédiaire, il va le détruire, puisqu'en fait, évidemment, c'est vrai pour Sherlock Holmes, pour Hercule Poirot, tout autant que pour Colombo, la première hypothèse n'est pas la bonne, donc il détruit son prototype, mais chemin faisant, il a appris pour aller vers une autre hypothèse. Donc l'assassin n'est pas cette personne, mais peut-être celle-là. Et puis, chemin faisant, en 3 ou 4 itérations, il arrive à trouver l'assassin. Je trouve que c'est une excellente analogie, effectivement, pour la pratique du design, et qui qualifie une large partie de la recherche par le design. Je ne dirais pas que c'est le seul moyen. Néanmoins, les étudiants qui viennent à l'école et qui passent du master à la recherche sont essentiellement sur la question, dans une pratique abductive. Tu levais la main, là? Oui, parce que en lisant systématiquement, tu as dit de manière systémique. Systématique, oui, je voulais dire systématique. C'est systématique ou systémique? C'est systématique. Donc, on a fait un état de l'art sur les différentes approches de la recherche Research through Design, donc la recherche projet, la recherche action, le doctorat qui émerge notamment dans les pays anglo-saxons et puis chez nous maintenant le PhD by Practice et la Grounded Theory. Ici c'est le modèle de Michel Liu qui qualifie les 3 champs à nouveau, un nouveau triangle magique, donc l'approche déterministe d'un côté,
On l'a vu, finalement, on pourrait dire que ce serait la pensée déductive, l'approche des sciences sociales qui serait la pensée inductive, et l'approche du design qui serait la pensée abductive. Alors, la difficulté, c'est qu'en travaillant sur cette définition, on n'a pas qualifié de champ du design. Or, à l'école, il y a 10 secteurs. Il y a le design textile, le design de mode, le design graphique multimédia, le design industriel, et tous sont des pratiques qui sont très différentes. Si peut-être l'abduction en rassemble une large partie, ils se distinguent parce qu'ils délivrent souvent. Donc, plus que par leur mode de pensée, que souvent ils n'arrivent pas à théoriser. Mais là-dedans, il y a une multitude de pratiques de design. Celle qui nous intéresse, nous, dans notre labo, c'est celle du design d'interaction, puisqu'on est sur les questions du numérique, et qui est assez singulière. Elle est singulière pourquoi? Parce que, finalement, les artefacts qu'on produit ne sont pas... j'ai oublié les termes. Ils ne sont pas finis. Ils sont diachroniques, je crois, dit-on, au sens où peut-être ils se révèlent, et en tout cas ils peuvent se transformer dans le temps. Un produit, une expérience numérique ne se révèle pas tel qu'elle est. Ce produit-là me raconte très peu de ce qu'il permet, finalement. L'affordance, tel qu'on les décrivait, quand on avait Jean-Baptiste m'a dit qu'il a une difficulté, donc il ne sera pas avec nous. Quand dans le design industriel, on parlait des affordances, donc à l'époque de Dieter Rams, il y avait le bouton avec la forme et la couleur qui signifiaient la fonction, et l'objet finalement était assez explicite sur ce qu'il permettait. Dans les expériences numériques, c'est beaucoup moins vrai, d'abord parce que beaucoup des choses ne sont pas visibles et ne se révèlent que par l'expérience, et en plus se transforment dans le temps. Elles se transforment dans le temps quand on a des produits qui, par exemple, dont les fonctions s'améliorent par l'apprentissage du contexte. Donc je vous parle d'un produit ITER, par exemple, qui est un lecteur de musique qu'ont fait des amis à moi à San Francisco. Ce produit-là, il apprend de la musique que vous écoutez dans votre cuisine, dans le séjour et dans votre chambre, et de l'heure, donc contexte de lieu et de temps, et par ces combinaisons, il va se transformer. Et donc l'expérience va évoluer. Il n'y a pas d'affordance pour ça, en fait. C'est absolument impossible de représenter ça. Et c'est aussi difficile d'explorer comment les appropriations, les détournements et l'évolution de l'usage de ces produits se placent. Et l'évaluation de ça est différente. Et c'est encore plus vrai quand on rentre dans les questions de santé, par exemple, et qu'on aborde les sujets de quantified self. Le bénéfice du quantified self, il se révèle après 1 an probablement de capture d'informations, et donc l'utilisateur va porter un appareil dont le bénéfice n'existera que dans 1 an. Et alors il faut le stimuler et le garder motivé à l'usage de cet appareil pendant 1 an. C'est un problème particulier. Donc le champ du numérique a cette particularité qui fait que la recherche elle-même ici se pratique peut-être différemment de quand on le fait sur d'autres formes plus finies et synchroniques, c'est le terme que je cherchais, comme c'est peut-être le cas pour une chaise. On a donc différents régimes de production également. Donc aujourd'hui, la recherche favorise beaucoup la forme symbolique, donc les publications et l'écrit. Pour les designers, c'est un vrai problème parce que parfois l'écrit n'est pas la forme la plus évidente et puis l'écrit ne suffit pas. Alors, le modèle de Brunner dit en fait il y a 3 formes d'expression qui sont le énactique, l'iconique et le symbolique. Et si on parle de la question de la recherche par le design, alors il faut bien admettre que les formes de publication et de production qui sont objet d'évaluation pour la thèse par exemple, ne peuvent pas être simplement du texte. Il va y avoir des artefacts et des concepts et des représentations qu'on va manipuler, dont on va faire l'expérience, et des représentations iconiques également. Néanmoins, dans les écoles de design, ces 3 formes peuvent se rassembler en principe assez facilement.
il y a une forme, il y a un contributeur qui apparaît peu dans les modèles ni de Feynman ni des autres, c'est celui qui fait le lien finalement entre les curateurs académiques, les explorateurs et les praticiens, et c'est nous, essentiellement les enseignants, qui créons ce lien-là. Donc aujourd'hui, encore une fois, une des motivations de ce projet, c'était bien sûr de servir les étudiants qui, rentrant dans mon labo, démarrent une pratique de recherche parisienne, mais aussi de contribuer à ce que l'on fédère nos pratiques et qu'on s'inscrive dans l'histoire, et que peut-être on travaille à réactualiser nos guidelines et manifestes et principes pour que, à l'ère du numérique, pour ce qui nous concerne, du moins, on explore quelles formes de recherche vont émerger, quelles formes d'évaluation pour cette pratique-là, si elle est réellement singulière. Et donc, un chantier qu'on n'a pas abordé, mais qu'on pourrait ensuite explorer ensemble, je crois que Brigitte le fait avec l'équipe de France du Design, c'est la question de l'évaluation du design. Donc, des KPI autres, c'est un jargon un peu corporate, des Key Performance Indicators, comment on peut évaluer la performance du design au-delà des publications écrites. Alors, en France, systématiquement, quand on parle de ces évaluations, ça fait bondir pas mal de gens. Dans la culture anglo-saxonne, c'est admis. Carole Collet, qui est au conseil d'administration ici, qui a une pratique de recherche très établie à Centrale-Saint-Martin, a des critères d'évaluation d'Angleterre, elle a des points qui sont basés sur un certain nombre de critères, et par ces points, elle obtient des financements ou pas. Donc il y a bien une question d'évaluation de la performance, et si elle ne se fait pas sur le papier, alors qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble à des formes pertinentes pour la faire évoluer. On a développé une cartographie des acteurs de la recherche. Très probablement, elle est complète, mais je vais laisser les étudiants la présenter. Il y a la forme interactive ici. Donc normalement, vous y êtes tous. Intervenir et rajouter des lieux. En fait, les usages qu'on imaginait, c'était des étudiants intéressés par la recherche. Vous pouvez tous intervenir et rajouter des lieux. En fait, les usages qu'on imaginait, c'était des étudiants intéressés par la recherche, mais qui n'avaient pas forcément idée des différents lieux qui étaient acteurs de cette recherche en Europe. Donc on a essayé de les recenser, de faire le point sur qu'est-ce qui était plutôt de la recherche académique, de la recherche pratique et de la recherche exploratoire, donc en reprenant le triangle de Feynman comme référence. En théorie, c'est beaucoup plus facile à utiliser, mais du coup, on va être en mode mobile. Donc oui, on l'a fait aussi pour tablette. Donc là, c'est la version tablette qu'on voit en théorie sur l'écran. On ne devrait pas avoir ça. Donc vous avez la possibilité, si tu descends, de zoomer dans la carte et d'accéder à des clusters de lieux, à des groupes de lieux, et puis ensuite, en cliquant dessus, d'avoir un simple système de description de ces lieux-là. C'est encore très rudimentaire, il manquerait des liens plus clairs vers les sites web, donc il manque encore beaucoup d'informations. On va essayer, je pense qu'un des objectifs à court terme, ça va être d'avoir quelque chose de dynamique pour que les ajouts vont pouvoir être faits depuis le site web et vont mettre automatiquement, comme sur Wikipédia, à jour la cartographie, donc que chaque personne devienne à la fois contributeur et reviewer du contenu. Et puis il y a aussi la question de la pertinence des lieux qu'on a évoqués, où des fois, c'est vrai qu'on a des lieux qui sont très très différents, mais qui sont mis au même niveau, qui sont juxtaposés. Donc c'est aussi un support de débat et de réflexion sur la question qui sont les acteurs de la recherche et de quelle manière on produit de la recherche en Europe aujourd'hui. Quelque chose. Oui, donc comme Louis l'a évoqué un peu, mais pour nous, donc, il y a deux choses qui sont très importantes que Rémi aussi a évoquées. Mais c'est cette notion, premièrement, de communauté, parce qu'on est tous là aujourd'hui, mais ça serait bien justement de mettre quelque chose en place pour que ça continue. Donc c'est ça l'intérêt de la cartographie et donc de ce qu'on va vous présenter maintenant.
Et la deuxième chose, c'est que dans la recherche, l'idée c'est de s'appuyer, comme il est dit, sur les épaules d'un géant. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une tradition, dans des recherches antérieures, et on poursuit des recherches antérieures. Donc en parallèle de la carte, on a mis en place cette historique très centrée design d'interaction. Encore une fois, c'est ce qui nous intéresse ici, enfin en tout cas dans notre groupe. Donc voilà, tout comme pour la carte, on a listé un ensemble de choses qui nous paraissaient importantes, pertinentes dans l'histoire internationale du design d'interaction. Et donc là c'est pareil, c'est un outil qui est en ligne, qui est éditable. Donc on vous incite vraiment à participer, à aller voir déjà si vous trouvez ce qu'on a mis, ce qu'on a mis est pertinent ou pas, si vous avez des choses à rajouter, ainsi de suite. Et donc l'idée de ces deux outils, qu'on essaie maintenant aussi de mettre en lien, c'est d'avoir presque un support en fait pour expliquer à vos étudiants, à des gens lors de séminaires comme ça, ce qu'est la recherche en design, qui sont les acteurs de la recherche en design en France et à l'étranger, et quel est le contexte, quelle est la culture de cette recherche en design. En gros, donc voilà aussi, Louis me suggère de décrire un peu plus cette frise chronologique. Donc voilà, c'est une frise chronologique assez bête, verticale, comme ça, où on essaie de lister donc à chaque fois les contributions, donc voilà, les événements, où est-ce que ces événements ont lieu, où ces contributions sont faites, les gens qui sont rattachés à ces contributions, bien sûr s'il y a des médias, des vidéos, des articles, des textes même sur internet, tout ça, les référencer aussi. Et voilà, je ne sais pas si Max tu veux faire une démo de l'édition, si jamais ça vous intéresse de participer donc. Mais... Il suffit de cliquer. Voilà. Non, on peut rajouter des lignes, enfin voilà, il y a... ici pour vous, t'as qu'à créer notre événement du jour. Donc c'est un peu tout, quelque chose. Elle édite ici. Ajoute une ligne en haut. Je l'ajoute là. Ouais. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'encore une fois, cet outil-là qu'on cherche maintenant à connecter avec la cartographie serve vraiment d'appui, de support pour nous tous en tant que communauté de chercheurs en design. Voilà. Donc on vous incite fortement à participer. Merci. Et donc, la question de peer reviewing et des communautés, alors je tiens quand même à souligner qu'il y a des efforts qui vont dans ce sens, donc les ARD en particulier, et la conférence qu'organise Brigitte, de l'AD qui sera hébergée à Paris en mai 2015, c'est bien ça ? Avril 2015, et qui est une opportunité pour nous fédérer et valoriser la pratique de la recherche francophone. Finalement, on a une vitrine ici. En fait, donc, puisqu'on challenge un peu la question de l'écrit, la question se pose de format qui permettrait de valoriser la recherche autrement. Donc plein d'options ont été évoquées, un TEDx Design Research, puisque on peut avoir, on peut créer des TEDx, des efforts, notamment des cours communs inter-écoles, ou de la documentation commune. Donc ça avait été évoqué, ça a été rediscuté, récemment à Salensi, l'option était très bien vue. Je crois qu'on a intérêt aujourd'hui à fédérer nos efforts pour que le numérique serve vraiment à nous fédérer et qu'un certain nombre de cours et de connaissances se partagent pour que la qualité de nos recherches soit de bien meilleure qualité et qu'il y ait des efforts. Alors à ce titre, moi je félicite l'effort de quelques chercheurs ici
qui sont présents, qui ont fondé une organisation d'ailleurs de jeunes chercheurs qui se fédèrent pour organiser des conférences et des événements. Et au-delà, très clairement, en fait, des querelles d'institutions et de clusters, veulent vraiment faire que la recherche par le design francophone existe et soit lisible. Donc c'est tout à fait louable. Je crois que ça fait partie de ces mouvements d'une génération qui veut utiliser qui est à la source et la conséquence du numérique, donc qui pense assez facilement en collectif, je crois, et c'est un effort qu'il faut souligner. Mais beaucoup de choses sont à écrire, il y a déjà des choses qui se font, encore une fois les R&D existent, le AD vient l'année prochaine. Il y a néanmoins la question du format de l'évaluation de la recherche par design, et qu'on pourrait réfléchir ensemble pour monter les choses. Donc on a évoqué la question de l'histoire commune, on a évoqué l'histoire, on l'a fait. La question de l'archive, on l'a dit aussi, en fait, faire en sorte que le travail de recherche en France soit facile à identifier. Donc c'est un travail que n'a pas fini Max Moon, mais il veut créer aussi un répertoire de jeunes chercheurs pour qu'on puisse savoir dans la culture francophone qui est chercheur, qui est Philippe, quel était son projet. Donc, faire en sorte que tous ceux qui ont fait les projets de recherche, on puisse les trouver, les retrouver, on puisse favoriser des rencontres. Et donc faire en sorte que nos travaux de recherche soient bien documentés et fédérés. La valorisation, on l'a abordé. La question du diachronique et synchronique, on l'a abordé également. On arrive à la fin. Les références, je l'ai déjà cité. La dernière slide, en fait, c'était une ambition qu'on n'a pas achevée. On s'est posé la question si Le Corbusier a écrit ses principes, puis Dieter Rams, vous connaissez les 10 principes de Dieter Rams de 68, je crois. Est-ce qu'on pourrait avoir, est-ce que ça fait sens d'avoir des principes qui seraient côté recherche? Alors, en fait, on s'est naturellement posé la question de quelle était la nature et la valeur de ces principes-là. Donc, les principes de Dieter Rams, ils sont quand même très orientés sur l'output. Et donc, c'est une question de pratique, de design. Donc, il va qualifier les bonnes qualités d'un produit et d'une expérience. Donc, good design is aesthetic. Donc, c'est la question de l'output. Et un certain nombre d'articles qualifiaient finalement que la qualité de la recherche par le design ne s'évaluerait pas, non pas sur l'output, mais sur la méthode, puisque dans la recherche, si l'output échoue, il contribue éventuellement néanmoins à faire avancer la connaissance, donc échouer n'est pas... c'est la différence avec l'approche commerciale, où enfin, on fait en sorte qu'on n'échoue pas, mais dans la recherche, échouer peut faire avancer la connaissance, donc on est plus sur la question de la méthode. Et alors, est-ce que ça fait sens? Je pose la question aujourd'hui, et on a essayé de le faire, on a déjà écrit une petite série, je ne les montrerai pas ce soir, c'est pas mûr, mais est-ce qu'on pourrait qualifier des principes qui distingueraient la pratique de la recherche par le design, qui servirait à informer et éveiller les jeunes praticiens qui arrivent. Et on peut terminer là-dessus pour stimuler le débat avant l'apéritif. Pour conclure, peut-être, il faut bien comprendre que ce travail-là, c'est pour nous, en tout cas, du côté de notre labo, c'est le début d'un travail. Il me semblait absolument nécessaire. C'est un travail en cours. Donc la cartographie, notamment, tous les outils qu'on rend publics d'ores et déjà, c'est a work in progress. Jugez-les avec un œil bienveillant. Ils sont ce qu'ils sont, des objets intermédiaires qu'il faut peaufiner et continuer à développer ensemble. Donc, il ne s'agissait pas de développer, ni d'ailleurs pour la définition de la recherche par design, une version définitive, mais faire une proposition et que vous pouvez retravailler et challenger. Ouais. Je voulais juste dire une chose de laquelle on s'est rendu compte avec Louis. On vous enverra un mail avec tous les liens et de la cartographie
et de la frise et aussi du support de cours dont on a parlé Rémi à un moment donné parce qu'on a mis en place un serveur avec vraiment beaucoup de documentation qui nous a servi tout au long de cette étude. Donc on vous enverra un mail d'ici 2 jours, un truc comme ça, avec tous les liens. Oui, voilà. Il y a eu quelques difficultés techniques. Ouais. Voilà, on peut commencer le débat. Alors peut-être un petit peu avant l'apéritif, faire tourner le micro et pour qui veut dire. D'ailleurs, peut-être que la question, elle n'est pas vraiment impliquée parce que je suis avec un retard, donc je n'ai pas tout vu. Mais dans l'idée de penser à un outil contributif, donc d'avancer dans les critères d'entrée qui peuvent vous aider à penser cette recherche par le design, je me suis demandé si vous avez également fait par l'entrée par l'histoire, donc la frise et la cartographie, si vous avez pensé à formuler des entrées par rapport à des écoles de pensée, parce que je vous quelle dernière slide, par rapport aux dernières slides, on a l'impression qu'on est face à une globalisation de la recherche en design et qu'on n'est pas du tout en train de prendre acte plutôt d'université des cultures du design. Toi, qu'est-ce que je veux dire? Donc peut-être que vous l'avez fait, tu l'as montré au départ, peut-être que j'étais pas. C'est un peu le fil conducteur de la présentation en fait, puisque justement on tuait le modèle du maître dans la présentation, qui était une analogie à une forme de recherche qui faisait qu'il y avait une pensée dominante, et on a parlé de la multiplicité des points de vue. Donc, néanmoins, notre angle, nous, est un peu biaisé parce qu'on se concentre essentiellement sur le design d'interaction. Et là-dedans, il y a quand même des écoles, effectivement, on n'a pas fait ce travail-là encore. On va te taquiner un petit peu, te challenger un peu. Non, moi je m'interroge sur tu finis par qualifier la recherche par le design, et le sentiment que j'ai dans la présentation qui est faite aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup sur une qualification de la recherche sur le design. Et que, si tu veux, je trouve que c'est extrêmement intéressant la cartographie que vous faites, la recension d'articles, etc., en particulier à l'échelle internationale. Je pense que c'est dommage qu'il y a peut-être un petit peu plus de choses à voir aussi à l'échelle nationale. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier l'échelle internationale, hein, mais disons que comprendre aussi les travaux qui sont faits ici. Donc, et aussi, et ça tu te doutais que j'allais faire la remarque, c'est que moi je ne suis pas pour forcément être sur une séparation stricte art et design. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des choses qui sont... Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment sur la recherche en art basée sur la pratique. C'est peut-être un petit peu dommage de ne pas les considérer aussi. Mais vraiment, la réflexion principale que j'ai aujourd'hui, connaissant bien tu vois, la section 18, donc art et sciences de l'art, dans laquelle se trouvent les arts appliqués, qui ne portent pas le terme de design, mais dans laquelle se trouvent les arts appliqués, finalement, dans ce que vous proposez, c'est assez classique par rapport à ce qu'on pourrait imaginer comme développement à partir de la 18e section. Et je ne suis pas sûr que ce soit finalement les perspectives les plus motivantes pour des étudiants qui veulent ancrer d'abord leur travail dans la pratique. Donc je m'interroge sur ce terme de par le design, où finalement j'ai l'impression qu'on est plus dans un effort méta, réflexif, et qui correspond davantage pour moi à quelque chose qui est d'ordre sur le design. Je te remercie pour cette remarque, parce qu'effectivement, on a partagé ce constat. En fait, quand on reprend le triangle de Follman en particulier, si on plaçait un volume de documentation et de papier, sur les deux premiers, il y aurait beaucoup de choses en fait. Sur la question de l'observation de la pratique du design et donc pour servir le projet et Design Studies sur la méthodologie du design, c'est très dense. En bas du triangle, il y a très peu de choses. En effet, c'est là où nous, on place le sujet de Research through Design en particulier. Enfin, notre labo voudrait se positionner sur le design exploratoire. Et là, de fait, il y a très peu de choses. Le Royal College est très dominant dans cette pratique, mais il y a peu d'écrits sur... Et alors, c'est un terrain qui est peu occupé. Alors, sur la question art et design, elle est intéressante parce que le Royal College, on l'a vu dans la liste des articles, a joué un rôle dominant. Ils étaient précurseurs, en tout cas. Les premiers articles venaient de là. Et la question de l'art il
l'art était très proche du sujet du design dans les articles de Archer notamment. Mais il y a une différence, dans la définition qu'on a faite, on n'est clairement pas sur le sujet de l'art. Si on peut la reprendre. Vous êtes clairement l'état. On est clairement sur une question de design. Je vais le reprendre. Non, mais c'est important parce qu'on en a débattu entre nous. On a pensé à toi. Donc, la définition, quand on dit processus de conception et création à visée économique, critique et socioculturelle, on pourrait poser la question, effectivement, l'art peut occuper une partie de ce terrain-là, mais je pense que la question elle est beaucoup plus sur décrire, évaluer, valoriser. Le reste, si tu veux, c'est l'objet. Enfin, c'est là-dessus que j'aurais tendance à faire le focus, parce que c'est là où se situe une méta. Et si tu peux me permettre, Chacun se fait tout ce que je vois, pas tous. C'est Dominique Sabatini qui intervient à l'instant. Dominique Siama, école de design. Je vais rebondir là-dessus parce que moi, quand j'ai vu la définition, j'ai trouvé qu'il y avait un trou qui est produire. C'est-à-dire qu'il y a décrire, évaluer, valoriser les concepts, les artefacts. Il se trouve qu'il y a des trucs qui sont générés, mais qui n'est pas très très important. Et en fait, c'est générique. C'est ce qui est généré qui me semble. Sans quelque chose de générique, il n'y a rien. Et en fait, sur rien, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'une certaine manière, la production n'est pas présente dans la définition. Et c'est ça qui m'a perturbé. Je me dis, mais pourquoi ça ne commence pas par produire, quoi? Produire, décrire, évaluer, valoriser, etc. Et donc, c'est ma question. Vous pouvez pas produire. C'est une bonne question. Il faut la noter. On a bien dit que le travail était work in progress. La question de la... Pour nous, la question de la production, c'était un élément de la recherche. Ce qui qualifiait la recherche, c'était la réflexivité. Et elle est conséquente à la production. Mais la remarque est très importante. Bonjour, Bernard Kahn, je suis le directeur de l'ENSI Les Ateliers. Comme c'est une présentation académique, je vais prendre une perspective académique. Je suis un peu perplexe sur plusieurs choses. La première chose, c'est que je me demande quel est le sens d'une cartographie sur le design qui est générée dans un univers franco-français, même s'il y a des extensions à la marge à l'Europe, alors que je me dis qu'une cartographie, par définition, c'est quelque chose qui intègre des données qui viennent du monde entier et qui se projettent sur la carte de l'ensemble du monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qui me laisse aussi assez perplexe, c'est la sélection des 18 articles qui sont en fait 18 articles qui parlent de la recherche sur le design. Et il me semble que ce qui serait intéressant pour nous tous, à la fois en termes de recherche et en termes d'enseignement, ça serait de savoir c'est quoi le top 1% des articles dans le design, le top 1% des livres dans le design, comment ils se distribuent sur l'échelle mondiale, comment ils se distribuent dans le temps. Et là, du coup, on aurait quelque chose qui nous donnerait des éléments de référencement et qui nous permettrait de parcourir un chemin à la fois dans le passé, mais également de voir comment on se projette vers le futur dans une dimension de management. La question, la cartographie, c'est juste une question de temps passé en fait. Il n'y a pas l'ambition de se limiter au territoire français, ni à l'Europe. L'outil est ouvert, chacun pourra ajouter ici et là, et on va continuer à la compléter. Oui, mais c'est là où j'ai une difficulté, c'est-à-dire que dans l'approche même de conception et d'enrichissement de l'outil, j'ai l'impression qu'on est dans une approche qui est un peu faisons le Minitel. Alors, la question, c'est pas faisons le Minitel, la question, c'est comment est-ce qu'on fait Internet. Et donc, si on est dans ce mode de génération-là, on se condamne à faire le Minitel. Alors, je pense que l'outil on va voir comment l'outil peut être approprié par ceux qui voudront contribuer. Je pense qu'aujourd'hui, il mériterait que tous les acteurs qui sont référencés sur la carte puissent documenter leurs pratiques, etc. Effectivement, qu'on ait des métadonnées et qu'on enrichisse la carte. C'est un premier point sur une contribution à date.
l'outil a vocation à évoluer. Je pense que ce n'est pas un outil fermé du tout pour référence au Minitel, c'est au contraire un outil qui est nouvel et qui s'améliorera et dont les contenus seront des croisements de données. Sur le deuxième point, les 18 articles, ce n'est pas exact de dire qu'ils sont essentiellement sur la recherche sur le design. Le travail de Wendy Yu et Wendy McKay est absolument remarquable pour justement qualifier le terrain. Et il y a, je ne saurais pas dire exactement, mais sur les 18, probablement plus de la moitié qui vraiment pose la question de la spécificité de la recherche par le design. Donc si la présentation ne fait pas honneur à cette partie-là, c'est peut-être une erreur de notre côté, mais le choix des articles avait bien l'ambition de contextualiser la recherche par le design et ensuite regarder spécifiquement ce qui qualifiait la recherche par le design. En tous les cas, merci Rémi pour cette présentation, en plus au pied levé. Donc c'était fantastique, très intéressant. Moi j'ai une idée pour le prochain atelier qu'on pourrait monter ensemble. Ah, je suis Frédéric Pain, pardon, directrice de la recherche en design, par le design pour le design, sur le design à Strat, l'école de design. Voilà, donc j'ai une idée parce qu'en fait, donc cartographie, de la recherche en design, etc., très bien. Ce qui caractérise aussi la recherche, c'est de se positionner par rapport à ses pairs. Il y a eu un début de discussion là-dessus. Et donc, peut-être faire un travail sur c'est quoi les conférences en design aujourd'hui mondiales, comment on se positionne par rapport à ces conférences, quels sont les positionnements des chercheurs en design par rapport à ces conférences. Ça permet aussi de s'installer sur les typologies de recherche aussi auxquelles on peut accéder, quels sont nos pairs, à qui on se compare. Donc ça aussi, c'est un sujet intéressant sur lequel on pourrait travailler, parce que c'est vraiment le premier truc sur lequel on se qualifie quand on fait de la recherche en design. Aujourd'hui, on ne le montre pas, mais dans le cadre du cours, on a commencé ce travail justement où on qualifie les formats de publication, les grandes revues, comment ces revues se placent, etc. Ça, vous le trouverez dans le cours en ligne, en fait, une grande partie, mais c'est encore incomplet. Ça a vocation à être partagé et commenté, à noter précisément. Oui, avant de commenter la dernière slide qui va être Alain Fielli, Université de Nîmes, je voudrais exprimer mon appréciation du travail qui a été entamé par ce labo. Je trouve que c'est un très beau service rendu à la communauté de recherche qui est en émergence ici et qui commence à prendre de la vitesse. Et il y a des outils de travail. J'apprécie surtout le fait qu'ils soient partagés, qu'ils soient mis en ligne, que c'est pour tout le monde, qu'on ne garde pas ça pour soi, etc. Je trouve ça très appréciable dans l'attitude et dans le résultat aussi. Pour aller sur ce sujet-là, alors, j'ai fait quelque part une critique de ces trois types de recherche, par, pour et sur. Et j'essaie de montrer qu'ils naviguent pas dans le même espace épistémologique. Donc, par exemple, il peut exister de la recherche par le design en sociologie. On peut faire de la recherche en anthropologie par le design. Donc, de qualifier, d'utiliser la recherche par le design pour désigner une façon ou une approche de recherche, c'est insuffisant, à mon avis. En fait, j'en suis arrivé à la conclusion que le type de recherche idéal dans notre domaine, c'est de la recherche sur le design, par le design, donc, et non pas par des méthodes spéculatives ou d'autres approches, qui soient pertinentes et utiles pour le design. Donc là, ça a l'air un peu couper les choses un peu mis dans le cadre. Voilà, c'est une précision, mais il faudrait le développer. Sur les critères d'appréciation et d'évaluation, alors je trouve que c'est un peu restreint de choisir que la méthode. En fait, je propose qu'on se base quand même sur les critères qui sont utilisés dans les communautés de recherche et dans les autres disciplines. Et en fait, le critère, c'est un critère de cohérence entre la question de recherche, sa pertinence par exemple, et son originalité, la méthode utilisée pour la traiter, l'interprétation qui est faite des résultats, la conclusion qui en est tirée. Donc,
Le critère, c'est la cohérence de cette structure argumentative qui est mise en œuvre pour arriver à un livrable qui peut, dans ce cas-là, peut être sous la forme d'un texte, d'une thèse, iconique, bon, etc. Ça va très bien. Emmanuel Maé, directeur de la recherche des Arts Déco. Effectivement, merci pour le remerciement concernant le travail réalisé. C'est effectivement c'est un des programmes de recherche d'ENSAD Lab. Et donc en fait, globalement, ENSAD Lab se positionne beaucoup, comme je l'ai introduit tout à l'heure, sur la recherche par la pratique. Ce qui n'exclut évidemment pas du tout cette présentation, la présentation que tu as faite, puisqu'elle est complètement complémentaire. Et j'insistais tout à l'heure sur le programme doctoral Sciences, Arts, Création et Recherche qu'on a mis en place. Et l'idée, effectivement, c'est pas seulement de se focaliser sur une thèse classique ou un écrit, c'est bien entendu de se poser la question que nos étudiants-chercheurs puissent écrire, puissent documenter, puissent réfléchir, puissent avoir une réflexivité en fait, sur leur travail de designer, mais qu'ils produisent aussi des formes autres que l'écrit, et que ceci soit présenté comme étant la thèse, en l'occurrence, qui fera débat lors d'une soutenance. Et la question en fait, de la recherche vraiment par la pratique est quelque chose d'assez central au sein d'ENSAD Lab, sachant qu'on a beaucoup de liens aussi avec les sciences expérimentales. Et c'est probablement ce qu'évoquait Samuel Bianchini tout à l'heure, une forme peut-être de porosité entre certaines pratiques artistiques qui travaillent beaucoup en lien avec les scientifiques dans le domaine de l'expérimental et des pratiques de designer, puisqu'il y a là en fait une recherche par la pratique qui est à la fois théorisée bien entendu, mais qui s'exprime aussi par la création de dispositifs techniques, de dispositifs scientifiques, de formes qui ne sont pas nécessairement textuelles ou de l'ordre de l'écrit. Et juste une dernière réaction par rapport à votre proposition que je trouve évidemment bien pertinente, comme beaucoup d'entre nous ici. Ça me fait penser un peu à l'approche moderniste de l'art, puisqu'en fait il y avait la réflexivité, l'autonomie et la question du médium pour définir en fait une spécificité qui était à l'époque la spécificité par exemple de l'art vidéo, de la peinture, de la sculpture, l'installation, de l'art conceptuel, et qu'il y a là d'un point de vue épistémologique quelque chose d'intéressant, parce qu'on pourrait, si j'étais un peu provocateur, se poser la question si on est dans notre époque moderniste de la recherche en design, c'est-à-dire la création ou la mise en place d'une discipline spécifique, et qu'on en est donc à ce type d'approche, ou alors est-ce qu'on doit inventer encore autre chose d'un point de vue purement épistémologique. Donc voilà, c'est simplement une réflexion que j'avais par rapport à ce que vous venez de dire. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que la recherche par la pratique est aussi un élément essentiel d'ENSAD Lab, et c'est vrai que tu l'as un peu minoré dans ta présentation, Rémi, mais elle est pourtant présente au sein de ton programme et au sein des autres programmes. Oui, tout à fait. Samuel ? Je me questionnais sur une chose, c'est que dans l'approche que vous avez, je pense que ce qui est extrêmement important, constructif, positif, c'est le fait de définir un champ finalement qui a besoin de l'aide parce qu'il n'existe quasiment pas. En tout cas en France, et même institutionnellement, il n'existe quasiment pas. Maintenant, dans cette volonté de définition, d'essayer de se légitimer, tout à l'heure j'ai parlé un peu par provocation de la relation à l'art, et je pense sincèrement qu'il y a plus de porosité en tout cas voilà, je pense qu'il y a vraiment matière à une articulation forte, d'ailleurs comme on a davantage dans les pays anglo-saxons, mais aussi je pense que ce serait intéressant de peut-être se prêter à un moment donné à essayer une méthode comparative avec d'autres disciplines. Pour ma part, souvent, quand je fais des cours d'initiation, méthodologie à la recherche, souvent je dis, un peu par provocation, mais au fond je pense vraiment, que un des problèmes qu'on a dans la recherche en art et sciences de l'art, aujourd'hui en France, c'est quand même qu'on est affilié plutôt aux sciences humaines et sociales. Et le vrai problème, c'est qu'en fait, en termes de méthodologie, la proximité, elle est beaucoup plus du côté des sciences de l'ingénieur, je pense. Et donc, de comparer la mise en place que vous faites pour essayer de qualifier un champ, non seulement pourrait peut-être gagner à s'appuyer sur les champs les plus proches comme l'art, mais peut-être aussi
à essayer par exemple d'aller voir du côté des sciences de l'ingénieur comment ça se passe en termes de méthodologie. Par exemple, effectivement, un démonstrateur, un prototype, une démo, tout ça, un brevet, tout ça en fait c'est des choses qui sont en prise directement avec de la pratique et qui font sens en termes d'évaluation, de critères et qui existent chez nos confrères des sciences de l'ingénieur. Donc pourquoi ne pas s'appuyer davantage sur des disciplines connexes pour essayer de qualifier la nôtre? Moi, je vais bien essayer de répondre à ça. Donc, Jérémy, moi, je suis thésard ici à l'INRIA, justement, chez les ingénieurs, chez les HCI, voilà. Et donc, oui, il y a des méthodes, des choses qui sont très bien mises en place, mais il y a surtout une culture qui n'est pas du tout la même. Et donc, oui, moi, je suis complètement inséré dans ce milieu-là, je cherche à publier dans ce milieu-là, tout ça. Mais c'est pas la même culture que la culture qu'on m'a enseignée ayant fait les arts déco ici, et c'est pas la même perspective sur les choses. Et notamment, ça a été soulevé la question de produire, de faire des objets, tout ça. Dans la vision HCI, l'essentiel, c'est l'évaluation. On s'en fout de produire un objet fonctionnel qui va vraiment exister. On crée des prototypes qu'on évalue, et c'est l'évaluation qui compte le plus. C'est Jean-Baptiste qui me disait récemment, quand on présentait sur Demo or Die, il me disait Demo or Die c'est fini, maintenant c'est Deploy or Die. Il faut déployer les choses dans l'espace réel pour voir comment ça fonctionne avec les gens réels. Alors, à l'INRIA, ça c'est le sujet que j'ai adressé en parlant du numérique en fait. Hein. La particularité du numérique, c'est que c'est très difficile de l'évaluer en laboratoire, donc elle se fait in situ, elle se fait dans le temps. D'accord. Alors je t'invite à aller rencontrer les gens d'in situ et d'Avis. À l'INRIA, il y a un département de transfert justement technologique, et il y a des gros clashs, comme on dit, entre les chercheurs et ce département de transfert qui a pour vocation de déployer, de gagner de l'argent finalement sur la recherche qui est faite, parce que les chercheurs s'en foutent. C'est aussi facile que ça, ils s'en foutent. Et là aussi, il faut regarder à l'échelle internationale, il faut voir, il n'y a pas... Parce que le groupe ce sont de très bons chercheurs, j'ai beaucoup dessiné, mais je pense que évidemment, et c'est super important de voir que ce n'est pas des modèles, je dis juste, c'est de regarder ce qui se fait à côté dans les autres disciplines et de voir ce que nous on peut apporter. Par exemple, moi je me tue à dire qu'une des qualités qu'on a dans une école d'art et de design, c'est qu'on a intrinsèquement tout ce qu'on fait, on le pense dans une relation publique. Ce qui n'est pas du tout le cas des ingénieurs, qui sont encore très dans leur labo et qui ont du mal à imaginer, par exemple, une exposition. Je veux dire, moi, je collabore avec plein de gens de sciences de l'ingénieur, et à chaque fois, c'est un vrai problème quand je leur dis, non, mais vous savez, on va présenter publiquement ce qu'on fait, quoi. Les mecs, il y a un gap pour eux. Donc je sais bien qu'il y a des problèmes de ce côté-là, mais c'est intéressant quand même de se confronter à ces modèles aussi. Je suis complètement d'accord. Et donc, pour essayer de remettre un peu sur ce qu'on a fait, je pense que ce que tu soulèves là, et qui est vachement intéressant, et encore une fois qui me touche personnellement, c'est la question de la culture. C'est la culture qu'on a dans les écoles d'art et de design, qui est très différente. Et même si au final, effectivement, on se retrouve peut-être à faire des choses assez proches, c'est-à-dire que les gens, justement, à l'INRIA sont des designers, pour moi, ils conçoivent des choses, ils font des choses vraiment très intéressantes. Et encore une fois, la différence, c'est la culture. Et donc, comment est-ce qu'on caractérise cette culture? Comment est-ce qu'on la valorise? Comment est-ce à quoi on se réfère, justement, et comment est-ce qu'on centralise ce à quoi on se réfère? Donc, il y a la dernière slide, en fait, de la présentation présentait la CLDM, donc la librairie digitale pour tout ce qui est informatique, tout ça. C'est quoi l'équivalent en design? À quoi je me réfère, non seulement pour avoir des papiers, mais en plus pour connaître toutes les productions du moment. Ça, on est d'accord. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait pour agréger tout ça? Les deux outils qu'on a essayé de mettre en place, c'est effectivement embryonnaire. C'est à votre honneur. Là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord, y compris sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que vous ouvrez très tôt, etc. Ça, je pense que c'est, bien sûr, c'est exemplaire. Je vais rebondir sur la question de l'ingénieur, parce que je la connais un peu aussi pour la fréquenter récemment, au point que j'ai dû vraiment affûter mon avis sur le sujet. Il y a quand même des éléments qui fondamentalement sont différents de l'ingénieur. Tu parles de sciences de l'ingénieur. Oui, mais je crois que le mérite des études articles est déjà en 60, le premier, de qualifier la spécificité du design, c'est que j'ai parlé de l'abduction. L'abduction, c'est pas la pensée de l'ingénieur. Et pour compléter l'abduction, il faudrait... Non, il y a une multitude de choses qui font que... C'est l'abduction plus la Gestalt, théorie de la forme. Quand on dit la Gestalt appliquée à un projet,
eh bien l'ingénieur ne résout pas le même problème que le designer. Un exemple très concret d'un ami chez moi, chez Philips, prend 2 téléviseurs, on donne un brief qui est de proposer la meilleure expérience visuelle. Et l'ingénieur va chercher les technos pour la qualité optimum visuelle. Or, avec des effets de synesthésie, on sait que si on met des haut-parleurs d'excellente qualité, l'impact sur la perception visuelle est bien supérieur à la qualité visuelle entre différents dalles visuelles. Et ça, la Gestalt, donc le tout plus grand que la somme des parties, l'ingénieur ne sait pas le penser. Et donc, quand on pense prototype par la Gestalt et l'abduction, c'est fondamentalement différent de la pensée de l'ingénieur. C'est une pensée spécifique. Alors, on n'est pas expliqué encore le processus de l'abduction, qui n'est pas d'ailleurs exclusif au designer, on est d'accord. C'est néanmoins une pratique dominante chez le designer, que l'abduction plus la Gestalt, plus le point de Geiger, qui à mon sens absolument essentiel, qui est contre la modernité pour le coup, qui est très postmoderne, c'est qu'il faut admettre que quand on fait de la recherche par le design, il y a plusieurs réponses satisfaisantes. Et le designer est tout à fait satisfait de cette situation. Et la question du contexte culturel, du coup. Donc, la Fiat 500, elle est faite en Italie, elle n'aurait pas pu être faite à Paris, etc. Le contexte dans lequel... c'est la culture, la Gestalt et l'abduction sont 3 éléments que peut-être l'ingénieur... Ouais, là, je caricature un peu, parce que l'ingénieur italien est généralement fondamentalement des perspectives différentes sur le moteur, par exemple. Mais quand même, il me semble que l'abduction et la Gestalt, c'est pas le terrain de la science de l'ingénierie. Alors, après, on va prendre la théorie CK, que je trouve tout à fait intéressante à observer à l'heure actuelle. Donner le modèle CK à un designer, je ne sais pas s'il saura s'en servir, en fait. Ça m'interroge vraiment. Je pense que c'est une pensée qui est propre à l'ingénieur. Ça va revenir simplement sur la discussion que vous avez eue tous les deux. Là aussi, encore une fois, il y a un trou pour moi. Mais avant de dire ça, j'ai oublié de dire bravo. C'est juste parce que je suis passionné par la proposition que je suis dans un rapport critique. Vous avez demandé de critiquer, donc c'est ce que je fais. Mais bravo, vraiment, c'est passionnant. Là, Emmanuel, j'ai trouvé un trou tout à l'heure sur la produire, qui n'était pas là. Moi, c'était très très net ce que je vais dire. Hein. Il y a quand même un autre trou, c'est que le design, on fait pour quelqu'un. Toujours quelqu'un. Alors que quand je fais des mathématiques, je peux m'intéresser à la théorie des groupes, à la topologie, je sais pas, en réalité différentielle. Contre-fou de savoir s'il y a des gens qui là-dedans, il n'y a pas de gens. Non. Quand on fait le design, il y a forcément quelqu'un à un moment donné. Donc, quand tu disais typiquement Yoda, on est sûr, à la fin, quelqu'un va se servir de ça. De manière ou d'une autre. On peut pas être en interaction avec ça. C'est pour ça d'ailleurs que je le fais, parce que sinon je ne le ferais pas. S'il n'y avait pas une personne ou un groupe humain pour mettre en œuvre ce que j'imagine, je ne le ferais pas. Et donc, il me pose la question de. Je vais schématiser comme ça. Souvent, quand on fait de la recherche, on s'intéresse au comment, jamais au pourquoi. Parce que pourquoi, c'est une question métaphysique. Paradoxalement, peut-être qu'en design, il va falloir se poser la question de pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pour qui? Forcément pourquoi. Et donc, c'est un peu l'interrogation. Est-ce que la question du pourquoi ne devient pas une question de recherche en design? Pas pour, enfin, selon les X design. Dans le triangle de Feynman, pour le coup, la question du pourquoi est bien représentée, c'est en marge. La question de la critique, de la spéculation, de la fiction sont vraiment des formes qui ont vocation à non plus définir des produits immédiatement, mais à questionner est-ce qu'on va dans la bonne direction. Et donc les thèses qui vont émerger là-dedans sont assez signifiantes. Donc, celle de James Auger du Royal College sur le robot, par exemple, est tout à fait exceptionnelle dans le sens où il questionne effectivement l'imaginaire du robot et l'impasse dans lequel cet imaginaire nous conduit, donc en l'occurrence son anthropomorphisation, et questionne quelles autres formes permettraient
une meilleure intégration du robot dans l'habitat. Et donc essayer de déconstruire cet imaginaire pour en faire émerger l'autre. Donc ce champ-là, il est très représenté dans le bas du triangle de Follman. Aujourd'hui, un peu surreprésenté par l'activité du Royal College, peut-être à tort, parce qu'il y a d'autres terrains. Moi, je pense au travail de Goldsmith, notamment, et de Bill Gaither, qui fait un travail qui essaie de déconstruire des imaginaires qui peut-être sont des impasses, mais qui a vocation à faire des choses qui fonctionnent et qui pourraient avoir une audience, qui n'est pas tout à fait le cas, enfin, des utilisateurs, alors que le cas de Anthony Dugarabi ont plutôt une audience que des utilisateurs, donc ça c'est un point différent, essentiel. Alors sur la forme pas finie, j'apprécie, de toute façon l'ambition était vraiment d'être critiquée ici, et l'ambition n'était justement pas de faire des formes finies pour vous dire Tata, c'est nous, donc toutes les critiques sont plus que les bienvenues en fait, parce que de toute façon ces objets-là n'étaient que des objets intermédiaires. Juste une réaction par rapport à la réception, c'est-à-dire pour qui finalement. Donc, le design, effectivement, c'est pour quelqu'un, pour le communauté, pour le public, etc., pour des utilisateurs. Mais les scientifiques les plus abstraites aussi. Enfin, tu vois, les mathématiciens, tu vois par exemple l'Institut Poincaré qui est juste à côté. En fait, effectivement, on peut avoir une vision romantique du mathématicien, comme on peut avoir une vision romantique, comme tu l'as signalé, du designer en France. Le mathématicien, même si à certains moments il s'isole et travaille pour lui, en fait, il travaille pour une communauté scientifique et son travail est évalué aussi. Donc c'est-à-dire que dans ce sens-là, il y a toujours en fait des récepteurs. Et donc la pratique la plus abstraite dans le domaine scientifique est toujours aussi pour quelqu'un. Donc je voulais simplement le signaler. Moi, ça me semble en tout cas un élément important quand on écoute les scientifiques, ne serait-ce qu'autour de nous, les sciences physiques quantiques par exemple, quand ils font de la recherche fondamentale, tous les journalistes, je prends un exemple très concret, le prix Nobel de physique de l'année dernière, notamment à Roche, l'équipe à Roche qui est juste à côté, en fait ils ont réussi à capturer ou capter, je ne sais pas comment dire, un photon pendant une dizaine de secondes, ce qui leur permet d'ailleurs de mesurer le temps à une précision incroyable, c'est à l'échelle je crois d'une seconde sur la durée de l'univers. Donc beaucoup d'implications et d'applications possibles. Et tous les journalistes leur disaient, mais c'est pour qui, à quoi ça va servir, c'est quoi cette recherche, quels seraient les produits futurs. Donc finalement, ils ont inventé des applications, mais ce n'était pas forcément leur problème. Leur problème était effectivement de créer quelque chose dans le domaine des sciences physiques, mais certes pour les pairs, mais de toute façon ça transpire toujours. Donc il y a toujours une forme de réception. Voilà, non mais je tenais, voilà, on ne peut pas faire une distinction dure entre le designer et le scientifique sur la question de la réception et de l'utilisation. Mais en tout cas, ce n'est pas le même type d'utilisation. Je propose qu'on continue avec quelques questions, mais en buvant. On peut continuer en buvant et en changeant. Une observation sur ce qui vient de se passer dans les 10 dernières minutes. J'ai observé ça très souvent dans des lieux, des situations analogues, où il y a des personnes qui essaient de construire quelque chose qui est significatif en termes de recherche dans le domaine, dans la discipline du design. On a glissé, et dans les 10 dernières minutes, on a glissé de l'intention d'origine de cette rencontre de discuter sur quel type d'intelligence il faut mettre en œuvre pour faire de la recherche en design, sur la discussion sur quel type d'intelligence est à l'œuvre quand on fait du design. Et on finit par se demander, et je ne pense pas que ce soit la question à discuter, si l'intelligence qu'on met en œuvre pour faire du design, elle est transférable à une production, une intention de produire de la recherche. Et la question qui se pose, c'est quel est notre public quand on va produire de la recherche, sous une forme ou sous une autre, quel va être notre public? Est-ce que notre public, c'est la communauté des chercheurs en design? À ce moment-là, on peut s'inventer des langages et tout ça qui sont incompréhensibles par eux. Ou bien est-ce que notre public, c'est la communauté internationale de recherche en général? Si c'est ça notre public, l'intention de la recherche, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas encore aujourd'hui, en tout cas, la définition de la science ou de la scientificité, c'est d'apporter des connaissances ou des moyens de comprendre le monde que les autres disciplines n'apportent pas. Sinon, on n'a rien à dire. Si les autres disciplines le disent mieux que nous, ou le disent déjà avant nous, je ne vois pas ce qu'on va faire dans la communauté de recherche. Donc la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on va dire de nouveau sur le monde que les autres disciplines ne disent pas encore?
ou comment on va aider le monde à se comprendre lui-même sur un domaine qu'on peut considérer comme nous appartenant. Ça, c'est la question de la recherche. Donc, on n'est plus dans qu'est-ce qu'on va livrer au monde pour transformer le monde sous forme d'artefacts, de produits ou de services ou d'interactions. Et ce glissement, je l'ai observé à chaque fois. Et je pense qu'il faut faire un effort pour distinguer les deux choses. Quand tu parles des différences de culture, moi, ce qui est parti entre les ingénieurs et les designers, ce n'est pas de différence de culture qu'il s'agit de discuter, c'est la différence de culture intellectuelle entre des ingénieurs qui font de la recherche et des designers qui font de la recherche. On parle de recherche, on ne parle pas de design. Et apprendre à distinguer les deux choses. Pour pas, ce glissement, c'est un réflexe. Je comprends très bien. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'abduction est une approche, une intelligence adaptée pour faire la recherche scientifique, oui ou non? La réponse des scientifiques, c'est non. Elle n'est pas assez rigoureuse. L'idée qu'on puisse avoir plusieurs propositions aussi valables les unes que les autres dans le domaine scientifique, ça mérite d'être discuté, mais ce n'est pas la même chose de le discuter dans le domaine de la recherche et de le discuter dans le domaine du design. C'est une observation. En tout cas, c'est pas affiché au sujet de la recherche. Non, mais dans les autres disciplines, ils ont bien moins de scrupules épistémologiques que nous. J'étais encore il n'y a pas longtemps dans une soutenance de thèse dans une école d'ingénieurs. Ils n'ont pas les scrupules épistémologiques qu'on a là. Ils font de la R&D et puis ça passe. Ces questions-là, des questions qui se sont posées aussi il y a 40-50 ans, quand justement la recherche en ingénierie a commencé à se mettre en place. Des doctorats en ingénierie, ça fait une cinquantaine d'années que ça existe. Donc ces questions se sont posées aussi. La question c'est est-ce que nous on reproduit exactement le schéma? Pardon? Il y a moins de scrupules épistémologiques et je sais pas, c'est pas partie des discussions il y a 50 ans, c'est vrai.